Bonjour et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je m'appelle Éolène, alias Éléonore dans la vraie vie, et je vous accueille pour parler tricot. Voilà, je sais qu'on est en plein mois d'août. Ça ne m'a pas empêché de tricoter, au contraire. Je suis bien contente d'avoir tricoté et d'avoir continué à tricoter même pendant mes vacances. Voilà, j'insérerai probablement des petites images de mes vacances par-ci par-là. Et en rentrant de vacances, je me suis dit, pour mon anniversaire de mes 32 ans, je vais m'offrir quelque chose, je vais m'offrir de la laine. Voilà. J'avais depuis longtemps comme projet de m'offrir de quoi faire une quantité gilet, d'un pull bleu pour le boulot. Voilà, je vais aussi vous insérer là, peu importe, des photos de moi quand j'ai reçu ma commande. Et je me suis offert vraiment une très grosse quantité de laine dans l'idée de me faire un pull Michael, voilà, de Aurélie Lapoule, je crois. Ouais, une poule à petits pas. Et donc ce gilet Michael, pardon, j'ai été trop vite, ce gilet Michael, il est en fait composé de torsade, voilà. Et c'est un gilet oversize sans bouton. Donc, pour le coup, j'ai compté large. Voilà, vous avez désolé, ici, au-dessus de mon doigt, vous avez les écheveaux qu'il me reste. Et il me reste encore actuellement sur mes aiguilles, j'ai un écheveau entamé et j'en ai encore un autre qui dort dans le sac. Et donc j'ai commencé le gilet Michael, hein, enfin Michel. Je ne sais pas pourquoi je dis Michael. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang. Donc le gilet Michel qui est ici sur mes aiguilles, il n'a pas encore sa bordure de... Voilà. Je suis sur l'envers, donc je vais vous parler en même temps que je tricote. Et donc j'ai prévu de le faire en bleu. Pourquoi? Parce que à mon travail, l'uniforme c'est un chemisier blanc et un pull ou une veste bleue, ainsi que un pull un pantalon, pardon, je vais y arriver, un pantalon ou une jupe assortie en bleu. Alors c'est un bleu plutôt bleu de nuit, bleu très sombre. Mais voilà, moi je suis quelqu'un qui aime pas trop suivre certaines règles, surtout quand ça m'oblige avec mon poids, avec ma taille, à être mal engoncée dans mes vêtements. Donc je porte mes propres chemisiers, je porte du chemisier blanc sans problème, mais je porte des chemisiers blancs que j'ai rachetés à d'autres endroits que sur la boutique du boulot. J'ai acheté des pantalons bleus que j'ai achetés chez Lola et Lisa entre autres, et j'ai acheté récemment un pantalon bleu comme ça que j'ai trouvé magnifique et qu'en fait j'adore porter, mais je trouve que autant veste bleu marine, pantalon dans cette couleur là, chemisier blanc, ça passe. Autant je trouve que le pantalon bleu marine avec le pantalon bleu marine encore plus foncé, le chemisier blanc, ça fait vraiment très strict, très froid, très uniforme de travail. Et en fait, moi je me suis arrangée avec mon patron qui en a entre guillemets rien à faire tant que je suis habillée correct, que je sois ou pas vraiment en uniforme, étant donné que je suis fixe, donc il n'y a personne qui me remplace, donc il n'y a pas besoin d'avoir l'uniforme officiellement. Ici, moi, donc, je me fais un gilet oversize pour que je puisse m'enrouler dedans au travail quand ce sera l'hiver. Je dois avouer que là, sur la zone des genoux, j'ai bien chaud. Je peux quand même vous dire la composition. Donc, il s'agit de 100% laine mérino,
Ah non, 100% laine, pardon. À mon avis, une laine mérino, mais 100% laine. C'est de la laine sport 100 grammes ou 200 mètres. Voilà, aiguille 4,5. Moi, je la tricote en aiguille 4,5, je crois. Aiguille 5. Voilà. Moi, je la tricote en 5 mm. La 4,5, c'était pour les débuts de rang en côte. Et donc, elle est méga douce. Elle vient de mon dealer de laine préféré, pelotedelaine.com. Voilà, qui est un site en fait qui revend des laines en les désétiquetant et en les réétiquetant pour pouvoir les vendre beaucoup moins cher. Je crois qu'en boutique, les chevaux, ils doivent valoir une histoire de 20 balles. Et là, je l'ai eu pour beaucoup moins puisque j'ai eu toutes ces pelotes que vous voyez. Je crois que j'ai eu deux fois. Je crois que j'ai eu 8 pelotes pour 60 €, quelque chose comme ça. Il faudrait que je revoie mes calculs. Reste là. Voilà, donc du coup, évidemment, j'ai vraiment pas eu un gilet oversize pour très cher si je compte en quantité de laine. Maintenant, je dois un petit peu faire mes calculs pour être sûre d'avoir assez de quantité de laine pour faire les manches, pour faire la bordure du col, pour tout finir. Parce que je dois dire que je n'avais pas réfléchi, mais c'est vrai que les torsades, ça prend beaucoup de longueur de fil, puisque en plus on fait un point qui se superpose, on fait un point qui resserre l'émail, qui resserre l'amplitude réelle du pull. Donc on a un tricot qui est quand même vachement racrapoté sur lui-même. Alors je compte un petit peu sur le poids du pull avec la laine. Je compte sur le poids pour qu'il s'allonge un petit peu. Je ne compte pas vraiment le bloquer. Je pense que je vais le mettre à plat et je vais le laisser sécher. On est censé faire 45 cm de hauteur totale avant les emmanchures, je crois. Et puis voilà, parti pour les manches, c'est parti pour le col qui fait tout le tour du gilet. Ça demande quand même un petit peu de précision dans le calcul de sa laine. Je n'ai pas vraiment idée de combien va me prendre, déjà c'est 45 cm, d'ailleurs je ne sais même pas à combien j'en suis, je dois être honnête. Je m'étais dit, je finis mon écheveau, comme ça je fais attention. Il me reste, ici il m'en reste 6. Donc je me suis dit, si je prends 2 écheveaux pour être tranquille par manche, plus peut-être 3 pour le col, il me reste un écheveau sur mes aiguilles, plus encore un. Je me dis peut-être que je calcule trop large pour le col, parce que ce n'est que des côtes sur un certain nombre de mailles. Peut-être que je dois mettre mes 2 écheveaux dans le pull, mais ça me ferait mal d'arriver au col ou aux manches et de ne pas avoir assez pour l'un ou l'autre. En soi, comme il est oversize, si j'ai un petit col, c'est pas trop grave. Donc à mon avis, je vais d'abord faire les manches. Je vais regarder dans le patron si c'est du cousu ou pas. J'avoue que honnêtement, je n'aime pas faire des pièces cousues. Je veux dire, on a une technologie maintenant de tricot qui a avancé, qui permet non pas de faire du fil d'art ou du Bergère de France, qui est à plat et puis cousu. On a maintenant vraiment bien la technique du relevage de mailles et du tricot en rond en main. Donc, j'espère pas. Si c'est le cas, à mon avis, je vais contourner la règle, comme une fois n'est pas coutume, et je vais simplement le faire en rond en relevant les mailles. J'ai juste peur qu'il soit trop oversize au niveau des bras, même si bon, j'ai des bons bras, hein, on va pas se mentir. J'ai pas non plus envie que ce soit un parachute sous les aisselles, quoi. Donc, de ce que je vois du modèle dessiné, ça a l'air d'être un peu chauve-souris, mais ça n'a pas l'air d'être non plus des manches extra longues. Comme il est oversize, j'imagine qu'il va arriver à mi-bras. À voir. J'ai peur qu'il soit vraiment trop grand. Voilà. Quand je vois l'amplitude du pull, je me dis, mon Dieu, ça va être immense. Je vais vous montrer dès que j'ai fini mon rang. Désolée, je tricote en même temps, mais ça me permet de vous montrer le truc à plat sans devoir commencer à chipoter pour pas perdre mes mailles.
Voilà. Donc oui, j'ai peur qu'il soit trop grand, qu'il fasse une taille 46-48 au lieu d'un 42-44. Ma taille donc 42-44. S'il est vraiment trop grand, je ne sais pas si j'aurai le cœur à le détricoter. À mon avis, je le porterai très oversize, même à la maison, je m'en fous, mais je le porterai certainement. Et voilà. Je sais que bon, je l'ai payé le prix de la laine, j'ai acheté spécialement pour faire ce pull. Je suis partie sur une taille en me disant si je prends trop petit, ça va faire bizarre. Si je prends trop grand, je vais pas avoir assez de laine. Et j'ai pas envie de me retrouver avec des chevaux, voilà. Là c'est l'envers. Voilà. Bon, là on n'est pas, on va dire, vous voyez que c'est un peu racrapoté sur mes aiguilles. Hein, parce que là, c'est la partie, à mon avis, sous les emmanchures. Et donc, on fait une répétition de cette torsade que je trouve très jolie. C'est la première torsade que j'ai apprise avec la Bible du tricot que j'ai déjà montré, je pense. Voilà. Avec des petits marqueurs. Je crois qu'il y a un marqueur qui vient d'une collection passée de Harry Potter, un tisseur. Voilà, il y a un marqueur ici normalement qui est en fait un contre-rang que j'utilise là comme marqueur qui est avec un petit chat citrouille. Voilà, on se refait pas, on aime les chats et Halloween. Et on a un marqueur normalement cerise quelque part. Oh, ça accroche. On a un marqueur cerise qui lui vient des tricopines, du coin des tricopines. Il est là. Voilà. Petite cerise. Je sais plus. Petite cerise rose. Voilà. J'ai une collection faramineuse de marqueurs, mais je sais pas où elle est. Elle doit être quelque part dans mes boîtes après le déménagement. Voilà. Donc là, pour l'instant, si je me mets debout pour vous montrer. Hop, hop, prêtez pas attention au décor. Si je me mets debout pour vous montrer, voilà, le gilet actuellement, si je le mets contre moi, on voit qu'il m'arrive à la moitié de mon corps. C'est à peu près la hauteur que je veux. Je veux qu'il descende en dessous de ma fesse, qu'il m'arrive plus ou moins en dessous, qu'il vienne englober ma fesse. Donc a priori, je vais vous montrer mes fesses. Désolée, je vous montre mes fesses. Je vais essayer de ne pas perdre des mailles. Donc a priori, je viendrai englober mon pet, quoi. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir un truc comme ça, qui vient à peine couvrir, et que quand je m'assieds, entre guillemets, il y a tout qui pendouille lamentablement. Voilà. Désolée pour l'interlude. Donc voilà. Donc oui, selon moi, je suis encore un peu trop short. J'aimerais bien qu'il soit légèrement plus long en termes de, voilà, que je suis à la moitié, mais j'ai peur de ne pas avoir assez de laine que pour arriver jusqu'à mes aisselles et encore faire les manches et le col en plus. Du coup, je pense que je vais devoir raccourcir mon gilet. Mes attentes sont un petit peu du coup déçues, mais c'est pas grave, faut s'adapter dans la vie. Et que du coup, je vais voir si les manches, on peut les faire indépendamment. Si alors je fais les manches, je les laisse dans un premier temps, mais il faudrait voir que je vois l'ampleur totale du gilet. Là, en plus, imaginez que je n'arrive pas au bout de mon... Allez, même en allant au bout de mes aiguilles de chaque côté, je n'arrive pas à l'ampleur totale. Donc normalement, j'ai vraiment encore de l'aisance en plus. Si on l'étire vraiment, ça c'est même pas... Ouais, c'est la moitié d'une face. Donc la moitié d'une face, en sachant que j'ai encore la bordure qui doit venir. Donc même si je le rabats comme ça, je crois que je peux faire 2 fois le tour de moi. Ouais, bon, ça va se superposer ici en fait, ça va se superposer sur mon ventre. Donc je me dis, au pire, la bande, je la fais pas, j'en fais toute petite. Et comme ça, j'ai quand même l'ampleur de mon pull, la longueur de mon pull que je veux. Et même limite, je fais des manches 3/4, je fais des manches un peu plus courtes, quoi. Je me dis, ça peut être pas mal. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que la fois passée, quand j'ai voulu tourner, j'ai enregistré, mais j'ai enregistré dans le vide.
aucun son ne sortait de ma bouche. Vous aviez le premier podcast muet. C'est très instructif, n'est-ce pas? Non, vous ne l'avez pas vu puisque je l'ai supprimé. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon tricot méga chaud en mérinos que j'ai sur mes aiguilles, que je tricote en soirée quand j'ai pas la tête à me casser la tête. Voilà, on va résumer ça comme ça. Je remballe. Alors, je me suis offert, je crois que c'était chez Vibra, un petit panier. Je trouve ça hyper pratique. Voilà, c'est un bête panier en tissu. Voilà. Et en fait, oui, je crois que c'est Vibra ou Action. En fait, je mets mes pelotes dedans, mais mon projet de pull rentre aussi. Donc ça, c'est génial parce que du coup, je ne dois pas commencer à chercher midi à 14h où se trouve mon sac avec mes pelotes. Et donc, comme je vous le disais, j'ai encore tout ça de laine de mon écheveau actuel. Un écheveau ici. Les 6 écheveaux qui sont là, en sachant que chaque pelote, chaque écheveau fait 200 mètres. Donc là, j'ai à chaque fois... ouais. Je pense pas qu'une manche qui est visiblement pas en torsade va me prendre plus de 200 mètres. Voilà, par expérience, je pense pas. Et au pire, j'aurai des manches 3/4, comme je disais, pas très grave. Et au pire, j'aurai pas non plus le col, le fameux col qui est assez joli. Ou alors, je peux le faire vraiment juste dans la nuque et le rétrécir en faisant, par exemple, des rangs raccourcis pour faire un col montant qui se rétrécit sur la longueur, le long ici par exemple, comme vous voyez ici. Voilà. Faire que la patte se rétrécit et se fonde alors dans la torsade du bord que j'ai faite, qui donc va, je remets mon panier en place dans mon tiroir, qui va longer donc le gilet, qu'elle se fonde le long de la torsade en fait. De cette façon, quand on raccorde le truc, ça choque pas, il y a quand même une ampleur, il y a quand même un col, mais il n'y a pas ce côté avec une double bande encore de côtes comme on a en bas de pull. Et limite les côtes, ben, je les fais juste en mode gilet, genre que ça ferait un truc, je te casse tout, que ça ferait un truc qui viendrait comme ça dans le cou, hein. Bon là c'est pas le bon exemple, mais ça viendrait comme ça dans le cou et ça se remettrait sur la torsade en se fondant, en rétrécissant. Je ne sais pas si ce que je vous raconte est très clair. Du coup j'ai de l'électricité dans les cheveux. Voilà. C'est mon projet numéro 1. Voilà. C'est celui qui pour l'instant occupe mes aiguilles à temps, on va dire, 3/4 du temps. Que j'aime beaucoup, j'adore ce bleu. Ce bleu est magnifique. Il est un peu plus nuancé parce que la laine est un petit peu poilue. Je pense qu'il doit y avoir un petit peu d'alpaca dedans. Je vois ici que j'ai rassemblé mes 3 premières étiquettes. Voilà, donc j'en suis à 4 pelotes bobinées, ou en tout cas mises en écheveau. Je crois que j'en ai déjà tricoté 2 sur le corps et une demi en cours. Ouais, il marque chaque fois laine. Il marque pas si c'est du mérino ou quoi, mais je le verrai certainement dans le détail de mes achats. Voilà. Donc, ouais, on va voir. Mon deuxième projet en cours actuellement sur mes aiguilles, c'est toujours ma couverture de granit, ma couverture de carré au tricot que j'avais commencé il y a quand même quelques temps. Donc j'avais fait 2 petits comme ça, normalement il y en a 4 je crois. J'avais fait le carré central, voilà, dans les teintes un petit peu beige. J'avais fait un deuxième carré, je crois que c'était celui-là, ça c'était peut-être le 3e. Ça je crois qu'il y en a 2 ou 4, je sais plus. Il y en avait encore un comme ça, on voit pas bien, mais c'était avec des oiseaux en fait. On voit la tête de l'oiseau là
en rouge. Ça, je crois qu'il y en a 2. Je ne suis pas certaine, il faut que je regarde. Et alors, on avait une série à chaque fois, 2 carrés qui se répètent pour faire une blanquette, quoi, pour faire une couverture. J'avais fait un premier carré comme ceci. J'en ai fait un deuxième similaire. Voilà. Vous voyez qu'ils sont 2. Je ne sais pas si je peux montrer. Ils ont la même taille, hein. Je les ai mesurés pour les bloquer. Voilà. Et alors, je suis occupée à faire un troisième comme les 2 autres précédents. Et il m'en manquera encore un pour faire les quatre de cette teinte-là, de cette façon-là, on va dire. Je tricote aux aiguilles circulaires, mais de base, je tricote à 4 aiguilles sur le centre. Donc, je ne fais aux aiguilles circulaires que quand j'arrive à une certaine mesure. Voilà. Et alors, j'ai le tout dans un très joli pochon que j'ai acheté avec ma copine Jess. J'ai craqué complètement. Il me fait tellement penser à Bridgerton, quoi. Pour celles qui me connaissent, vous savez que je suis fan de la série, que j'ai suivi, que la scène du bisou, la scène du carrosse, etc. La scène de la méridienne. Oui, ça m'a donné des vapeurs chaudes. Voilà, donc je suis dans le thème, on va dire. Je suis tellement en rage que ce soit déjà fini, la saison. Et ça vient des sœurs que vous connaissez. J'adore leur boutique. Si tu me laisses dans cette boutique une fois par semaine, je suis en faillite financière. Parce que je dépense tout mon pognon. J'achète à chaque fois, systématiquement. Systématiquement, je rentre dans ce magasin et je trouve quelque chose. Que ce soit un pochon, un carnet, un bic, une latte, un machin. Je trouve toujours quelque chose à acheter. À mon grand dame, n'est-ce pas? Et donc, ouais, j'ai également le reste des plots dans ce pochon Harry Potter qui vient de Woolbags, voilà. Woolbags dont je suis méga fan également, qui a aussi des marqueurs super beaux. J'ai acheté, je crois, 3 ou 4 sacs de sa collection Harry Potter comme ça. Méga fan de ce qu'elle fait. Je trouve que ses pochons sont d'une qualité magistrale. Tout est toujours magnifique. Toujours magnifique. Et pour faire ma couverture, en fait, j'avais investi dans cette pelote-là, enfin dans ces pelotes-là, en mauve et en bleu, parce que la couleur centrale de mon carré, donc ce bleu-là, c'est un bleu de chez Hobby, c'était le reste de mon écharpe Harry Potter que j'ai fait à l'époque, et il m'en reste juste assez pour faire les 10 centres. Donc du coup, j'en ai racheté pour pouvoir faire le contour externe, enfin, parce qu'il y a d'autres carrés qui vont avoir du bleu, etc. Donc j'ai racheté de quoi en faire d'autres. Et alors la pelote noire, c'est voilà, la pelote mauve du fond, là c'est celle que je vous ai montrée à l'instant. La pelote noire, c'est du Merino que j'ai acheté aussi chez pelote-de-laine.com. Le blanc, c'est un écheveau que j'ai racheté en destache. Je pense que ça vient de chez Laf et Fil. C'était un coloris blanc avec des speckles roses et bruns. Ce jaune-là, ça vient du bruit des aiguilles. C'est un brun doré magnifique. Enfin, je pense que c'est ça. C'était un écheveau que je vous ai présenté dans un podcast. Il faudrait que je retrouve. Voilà. Et le turquoise, c'était une pelote que j'avais acheté à un moment donné sur un salon où j'avais été à Paris, à Malakoff. J'avais craqué sur un écheveau très bariolé de mauve, bleu, vert, etc. Que je n'arrive pas à caser, que voilà. Du coup, je me suis décidée à faire une couverture en bel écheveau, dans le sens où c'est une couverture avec des laines qui sont quand même précieuses. Dans le sens où voilà, un écheveau vaut entre 20 et 30 euros à l'heure actuelle. J'en ai acheté quand même pour 200 balles quand j'avais été à Malakoff la première année. Je pense que je ne le ferai plus à nouveau, mais voilà, c'est un peu la mort financière. Non, c'est parce que j'ai changé d'appartement
Et donc, je suis nouveau toute seule, et donc ça veut dire que j'assume foncièrement mon loyer toute seule également. Et financièrement, ben, passer d'un loyer à moitié prix, on va dire, parce qu'on est deux, à un loyer plein prix sur Bruxelles, en ville, voilà, c'est pas donné. Donc, je me rabats un petit peu sur les pelotes que j'ai en stock, même si j'ai pas été sage à mon anniversaire, ça je dois bien le dire. Du coup, voilà, j'ai acheté quand même des DMC comme ça, à moindre coût, c'est de la DMC Merino Essentiel 3. Voilà, ils disent aussi 50 grammes de 100 mètres, donc c'est de la figurine, hein. C'est pas de la sport. Coloris 56 777, voilà, 50% laine Merino, 50% acrylique. Voilà, c'est le désavantage des laines commerciales, DMC et autres, c'est que il y a souvent beaucoup d'acrylique. Mais je me dis, comme il va y avoir quand même une grosse partie de la couverture qui va être exposée au frottement, etc., je me dis qu'avec de l'acrylique, elle sera peut-être plus durable dans le temps, même si certains carrés seront plus en fibre naturelle que d'autres. Voilà. C'était ça où je devais renoncer à ma couverture. Donc, oui, lancez pote, vas-y, hop là. Vous avez assisté à l'échappée d'une pelote en direct. Voilà. Donc je tricote cette couverture depuis quelques temps. Alors j'ai trouvé un truc fabuleux qui existe déjà depuis longtemps sur d'autres sites machin, mais sur Temu. Voilà, c'est pas bien, c'est chinois, je sais que voilà, que c'est pas bien de commander sur ce genre de site. Mais la tentation a fait que, comme tout le monde, j'ai, à mon avis, été tentée par ces sites-là. Et donc, j'ai trouvé ce je vais aller de l'autre côté, j'ai trouvé ce porte-projet. Ce qui est idéal, c'est que c'est aimanté. Donc, il y a des petits aimants qui permettent de fixer la feuille à la plaque. C'est pliable, donc du coup, ça tient comme une tablette. Et la latte permet de suivre les rangs. À chaque fois, vous montez un petit peu et vous pouvez suivre le rang. J'ai vu qu'il y avait pareil online sur un site, mais c'est payant. Et honnêtement, le patron, je crois qu'il me servira qu'une fois. Étant donné que bon, il a déjà vécu le déménagement, il s'est déjà mangé de la sauce ou je sais pas tout quoi. Donc bon, ce patron ne servira pas deux fois. Donc je me dis, c'est pas grave, je le mets sur cette tablette. Je pourrais le renforcer avec une page en plus. C'est bien pratique. Normalement, si vous avez un patron à la bonne mesure, vous pouvez simplement le fermer et le mettre dans votre sac. La matière est assez douce et honnêtement, je crois que j'ai payé 15 €. Voilà. Donc, merci Temu. C'est un des trucs que j'ai acheté parce que voilà, avec le temps, on finit par se laisser tenter. Avec le temps, je finis par se laisser tenter. Voilà. Un autre truc que j'ai acheté, mais cette fois sur Amazon, c'est une lumière en fait. Pour quand je tricote dans le noir. Voilà, il y a plusieurs intensités. On peut en allumer une seule sur les deux. Et en fait, c'est très pratique parce que tu le mets autour du cou. Et tu peux le plier pour le diriger dans la direction. Oui, j'ai l'air d'une fourmi avec 2 antennes. Tu peux le diriger dans la direction qu'il te faut pour voir mieux ton projet. Ça permet de tricoter, par exemple, tu regardes un film en famille, machin. Tu veux pas déranger tout le monde avec ta lumière, tu diriges vers ton projet uniquement et tu peux tricoter sans déranger tout le monde. Ça permet aussi, si jamais par exemple tu tricotes mais que tu es dans un environnement qui est trop sombre et que tu veux pas allumer toutes les lumières, ça te permet d'avoir quand même une lumière pour tes pauvres yeux qui souffrent de tricoter dans le sombre. Je l'utilise aussi quand je tricote des laines noires. Parce que, en fait, même dans la lumière du jour, ou à la lumière des lampes, etc., de l'appartement, c'est chaud de tricoter des laines noires. Donc, du coup, quand j'arrive
sur de la laine noire dans ma couverture ou si je tricote une laine noire pour une raison X. Merci beaucoup Amazon. Voilà. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, c'est possible. J'avoue que je ne me regarde plus. Une fois que j'ai sorti le podcast, je ne fais plus attention à ce que je dis. Voilà, je suis déjà à 30 minutes de blabla, je vois. Désolée. Ou pas. Vous voyez que j'ai mon dévidoir qui est à côté de moi. Je vais me fixer pour pouvoir l'utiliser quand je bobine les écheveaux qui sont derrière moi. Et mon bobinoir, paix à son âme, et les aider. J'ai tenté le bobinoir ténu, mais comment dire, voilà. C'est un peu du vlec. Ça, ce truc-là, cette merde. Pardon, excusez-moi s'il y a des enfants. Ce truc-là, ça n'arrêtait pas de s'arracher du socle. Hein. Donc j'avais droit à un projectile de plot qui partait accroché au socle la plupart du temps, parce que quand même, ces petites dents-là, elles sont bien pointues. Donc elles raccrochent bien la plot, mais par contre, tu partais avec la plot. Pour peu que tu aies un peu plus que 100 mètres sur ton écheveau, c'est la merde. Donc, grosse pelote de plus de 200 grammes, même de 100 grammes, écheveau de 400 mètres, t'oublies, c'est une merde absolue, ça fait des cakes caca. Voilà, je peux pas dire autrement. Ce machin-là, t'es censé tirer et le bloquer. Là, ça tient. Au bout de quelques tirages d'écheveau avec la tension de la laine, ça rentre et ça fait ça. Voilà. Je te laisse imaginer ta tête, quand tu es à la moitié de ton écheveau, que tu as bobiné machin patiemment, que ce machin-là se barre, et qu'en plus, ce machin-là, il tient pas. Donc toutes les 5 minutes, tu es là, occupé à tirer sur le machin pour le remettre. Il rentre, il fait ça. Et il prend le fil avec. Et donc du coup, le bobinoir enroule le fil en dessous. Donc tu es bonne pour aller chercher dans les petites dents du dessous du machin. C'est une horreur. C'est une horreur. Autant ce machin-là, ici, Knit Pro, n'était pas génialissime, autant ça, c'est vraiment une pure merde. Et pourtant, j'ai payé 12 €, donc je peux pas me plaindre. La seule chose qui est bien, c'est la partie métallique. Le bobinoir ici métallique. Parce que c'est justement ici que s'est cassé mon précédent bobinoir. C'est la partie plastique. Il est tombé, elle s'est fendue. Et donc, j'ai d'un côté une poignée, et de l'autre côté, j'ai le bobinoir. Donc, il ne me sert plus à rien. L'autre truc, la vis ici, elle tourne aussi. Quand je resserre, ça resserre, le machin rentre, c'est pas un souci. Mais elle tourne quand même fou, donc du coup la moitié du temps j'ai mon truc qui se dessert et j'ai droit à mon bobinoir qui fait, si je vous fais l'illustration, c'est comme ça, et alors d'un coup t'as le truc qui fait fuck. Et ce machin là du coup, comme ça m'énervait vraiment beaucoup, je l'ai collé. Voilà, j'ai pris la colle forte, collé dessus. Donc là, ça peut plus s'en aller. La meuf, on dirait une psychopathe, tu sais, la meuf qui va coller le truc pour pas qu'il se déplace. Ce machin-là, j'hésite à aussi le faire parce que finalement, quand je le remballe, honnêtement, je m'amuse pas à faire ça, à le remettre. Je veux dire, c'est encore plus débile d'avoir ce machin-là vers le bas. Ou sur le côté, parce que par définition tu veux le ranger comme ça, tu peux pas, t'as le machin qui dépasse. Donc du coup moi je pense que je vais finir par le prendre, le coller aussi. Voilà. Aussi simple que ça. On va tout coller, voilà. La seule chose qu'on ne collera pas c'est ça. Donc ouais. Non, il n'est pas génial. Ce sera mon prochain achat de luxe. Je pense que ça fait quand même pas mal de temps que je regarde les beaux bobinoirs en bois de Knit Pro et autres. C'est quand même un investissement. C'est quand même presque 80-100 balles le bobinoir en bois. Ça prend de la place. Ça n'est pas fixable à une table. C'est plutôt du genre fixable en posant quelque part. Ça veut dire avoir de la place, ça veut dire avoir un espace pour étendre entre le bobinoir et l'étendoir, et le dévidoir. Il faut au moins sa distance pour que le fil soit tendu entre les deux, pour que le bobinage se fasse bien. Or ici, moi, j'ai rien. Et là, en face de moi, j'ai mon bureau, mais mon bureau, il a tellement de moulures que si tu veux accrocher le machin, ça tombe. Voilà, la merde jusqu'au bout. Pardon, je suis vulgaire, visiblement, aujourd'hui.
Donc mon bobby noir ici, c'est un bobby noir dépannage. On s'en sert comme on s'en sert. J'ai quand même essayé de démonter. Mon autre bobby noir pour voir si je pouvais démonter le système, repiquer peut-être la poignée métallique de celui-là pour pouvoir faire l'échange, parce que celui-là était quand même vachement bien pratique. Il faisait quand même des pelotes assez lourdes en poids, on va dire, et en métrage. Rien n'y fait, c'est pas grave, c'est ainsi. Voilà. On peut pas tout avoir, hein. Puis ça ferait une idée de cadeau de Noël de mois à mois, hein, c'est tout. Voilà. Donc ça c'est les deux gros projets que j'ai pour l'instant. Et alors mon projet, on va dire métro, boulot quand il n'y a personne. Vous avez vu le beau sac Zeman que je me suis trouvé. Je trouve le motif trop beau. J'ai complètement craqué dessus en boutique. En fait j'étais à la caisse et je le vois de loin. Mais vraiment il était accroché, c'était le seul sac, hein. C'était l'unique. Tu voyez ce que je veux dire? Le précieux. Ceux qui ont la ref ou ceux qui ont la ref. Du coup, je le vois au loin, je suis à la caisse et tout, et je le vois. Et j'attends juste de pouvoir poser mon panier. J'ai foncé à travers le magasin pour retourner vers le sac en question que je n'avais pas vu dans un premier temps parce qu'il était caché dans les rayons, on va dire, vers la caisse. J'ai foncé, j'ai chopé le sac, je suis revenue à la caisse, la caissière m'a fait... Je l'avais repéré aussi. Elle sort de la caisse son sac, sa version. Elle avait la version bleue. Et j'ai dit, oh oui, oh j'aime bien le vôtre aussi. On a commencé à rigoler toutes les deux. Elle me dit, vous allez voir, c'est hyper pratique. Elle me dit, il est bien solide et tout. Elle dit, il est recousu à l'intérieur. Hein, donc du coup, vous n'avez pas l'histoire de la poignée qui se détache. Elle dit, regardez, le mien, il a déjà craqué. Et effectivement, il a craqué. D'ailleurs, je vais refaire les coutures. Mais comme il est recousu dans la doublure, dans ce truc-là, il reste accroché. Ça, c'est quand même un sac bien pensé quoi, pour les filles qui font des courses. Tu vois, la lanière ici, elle s'est complètement décrochée. Normalement, elle était fixée comme ça, cousu là. Et ça a craqué. Eh ben, il tient. Donc, bon investissement chez Zeman. Je pense même pas que j'ai payé très cher. Voilà, il fait 44 sur 60, c'est du coton. Voilà, il passe en machine sans problème à 30. J'adore les motifs, voilà, je vous en parle depuis 30 minutes, mais j'adore les motifs, je trouve qu'il est magnifique. Honnêtement, il l'aurait eu en chemisier, je l'aurais peut-être pas acheté, il l'aurait eu en pantalon, je l'aurais peut-être pas acheté, mais en sac, en tote bag, nickel. Je me fatigue. Voilà, donc tout ça pour dire que mon projet que je tricote en catimini sous le bureau quand il n'y a personne et dans les trams, etc., c'est une chaussette. Voilà. Alors en même temps que le sac, j'ai trouvé de la laine. Voilà, de la laine Zeman à chaussette. Why not? Bon, elle n'est pas méga douce, c'est une laine rustique, elle pique un peu. Mais je trouvais que ça rigolo, honnêtement. Voilà, je trouvais le motif rigolo. Je l'ai fait en taille 40, je crois. De toute façon, je fais un 41, donc si je l'essaye et que c'est trop petit, je serai fixée. Voilà. J'ai fait ma tige. Je suis montée jusqu'à la limite pour ma chaussette qui est ici. Donc, a priori, ouais, je crois que c'est un 40. A priori, voilà, il ne me reste plus qu'à faire le talon, à finir la longueur souhaitée pour la chaussette en elle-même. Mais je suis agréablement surprise. Regardez toute la quantité qui me reste de laine. J'ai de quoi faire une chaussette entière encore. Et si je veux les faire monter jusqu'au-dessus du mollet, tranquille, peinard, je peux y aller. J'en ai acheté 2. Voilà, je l'ai trouvé très très sympa. Je suis un peu regrettée qu'il n'ait pas d'autres coloris. J'ai vu dans des photos et dans des vidéos d'autres personnes qu'il y en avait trouvé d'autres coloris, machin. Je trouve ça rigolo. Ça fait un peu... comment on peut dire ça? Il y a un petit côté Hey Canada, tu vois, la petite chaussette que tu vas mettre pour aller chasser la marmotte. Voilà. Non, j'aime bien. Il y a un côté un peu masculin, mais je trouve que le motif est très joli. Je me dis que ça fera un chouette cadeau pour quelqu'un qui fait un 40. Et sinon, bah, je tenterai peut-être de le revendre, ou bien je sais pas. Moi, de toute façon, c'est trop petit.
Mais ça fait une bonne paire de chaussettes pour l'hiver parce que il me semble, si je retrouve... Attends, parce que là... voilà. Elle coûte en Belgique et en France 3,49 et en vivant dans d'autres pays, Luxembourg notamment 3,99. Elle est super wash, voilà. Et elle est 75% laine quand même et 25% polyamide. Donc c'est une laine standard en termes de grammage et en termes de... qu'elle fait 100 grammes pour 400 mètres. C'est une laine standard de laine à chaussettes, super wash, avec le grammage quand même important de laine, etc. et le grammage nécessaire pour l'usure. Et je trouve que franchement pour ce prix là, nickel. Niveau qualité, tu payes une pelote de Fabel qui fait, je dirais, la moitié. Tu la payes presque 2,50 € minimum. Avec ça, honnêtement, tu es rentabilisé. Hein. Tu peux te faire largement 2 paires de chaussettes en 41, je crois. 45, je pense qu'il faudra une pelote par pied. Mais voilà, je veux dire, si imaginons tu fais un 38 ou un 37. Tu peux te faire facilement 3 paires de sockets sans problème. Je crois que même pour un 41, tu peux te faire facilement 3 paires de sockets. Le motif, je le trouve très sympa. Ça fait un peu ferraille, ça fait un peu hiver canadien, je trouve. Je trouve que les couleurs sont assez neutres, dans le sens où du bleu, du brun, du blanc, du noir. C'est des couleurs standards, quoi. C'est les couleurs qui passent totalement pour n'importe quel sexe, ce qui est pas mal. Chaussettes unisexe, vu les tendances actuelles de non-genrer, les gens, machin, bazar, pourquoi pas, hein. Voilà, donc, mon projet chaussettes des transports en commun. On est sur 3 projets pour l'instant. Évidemment, je ne montre pas ceux que j'appelle les projets placards. Les projets qui sont innommables, immontrables, parce que voilà, ils sont dans les placards. Pour mon anniversaire, j'ai craqué sur la laine bleue, hein, vous avez vu pour mon gilet. J'ai craqué en même temps pour des écheveaux. Voilà. Parce qu'évidemment, je ne pouvais pas craquer juste pour la laine bleue, c'est un peu triste. Je me suis dit, c'est dommage que tu fasses juste un gilet pour le boulot, quoi. Donc, j'ai reçu d'un copain, merci beaucoup, j'ai reçu 60 € pour m'acheter de la laine. Donc, avec les 60 €, je me suis offert le lot ici de 4 écheveaux, 80% mérino, 20% soie, 100 grammes, 400 mètres. Voilà, des écheveaux de mérino soie, très cher. My God, ce que c'est tout. C'est une tuerie de douceur. Et c'est un peu plus flashouille que ce que vous voyez à la caméra. C'est un peu plus jaune. Voilà. Donc j'en ai une quantité de 4 écheveaux. Je peux totalement me faire un gilet, un pull avec. Ça vient toujours de mon dealer. Hein. De mon dealer. Ça vient toujours de blogdelaine.com. Et donc, ils parfument leur laine à chaque fois, ça sent super bon. Je crois que c'est leur lessive, ça sent trop bon. Voilà. Donc je vais me faire à mon avis un petit gilet. Ça risque de faire vachement du pulling et d'être vachement bariolé. En même temps, on n'a qu'une vie. En plus, je me dis que à Halloween, ça peut être super beau. Je pensais à un moment donné, je me suis dit, un swag dans ces couleurs-là. Puis je me suis dit, c'est quand même vachement peps. C'est quand même vachement bariolé. Là, le orange, il est pétard. C'est vraiment, c'est un jaune orangé. Ça n'a rien à voir avec le jaune fadasse que vous avez pour l'instant. C'est vraiment beaucoup plus peps. Il y a un kaki, c'est des couleurs très peps, vraiment. Là, la caméra, elle ne leur rend pas justice, vraiment. Ah, là, on est déjà plus proche. C'est vraiment très peps, croyez-moi. Peut-être que si je les mets côte à côte. Ouais, là, on est déjà plus juste. On est déjà plus juste sur les couleurs, et encore, c'est même pas encore assez peps.
Ça, c'est mon troisième craquage. Voilà. Je les ai vus sur le site et je me suis dit, oh, ils sont trop beaux. Oh, il n'y en a que 3. Oh, c'est trop peu pour une quantité de pull. Et puis je regarde un petit peu les métrages et je regarde, je vois 100% alpaca, 366 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la laine sport. Et je réfléchis et je me dis, c'est vrai que j'ai pas vraiment juste une baie d'écharpe non doublée, juste une baie d'écharpe en fait, ou un baie de châle. Voilà. Donc, je vais sans doute me faire une écharpe ou un châle avec cette beauté. Voilà, ça va être bien bariolé, ça va être bien flashouille. C'est un orange-rouge, un peu de rosé mi-nuancé qui est magnifique. Mais vraiment, vous n'avez pas la justesse de la couleur, tellement c'est lumineux. C'est vraiment peps. Je veux dire, là, dans ma zone de confort, moi qui porte que du noir, qui porte que des teintes un petit peu effacées, ou qui porte en tout cas du blanc seulement au boulot. Voilà. Donc je suis super contente, je me suis fait plaisir cette année, vraiment. Merci encore pour les 60 € que tu m'as envoyés. Tu vois qu'ils sont rentabilisés. Ils ont bien participé à me faire plaisir. Et voilà. J'ai des amis géniaux. J'ai des amis géniaux. J'ai reçu la tasse qui est là. J'ai reçu le jack. J'ai reçu le jack qui est là. J'ai reçu plein de choses. Enfin, je veux dire, j'ai été gâtée comme pas possible. Je redresse un petit peu. Voilà. J'ai reçu 2 bougies que vous ne voyez pas bien, mais elles sont toutes les deux là-haut, là et là, là et là. Voilà, ça c'est mon amie Charlotte qui fait ses propres bougies. D'ailleurs, je vous la montrer en fait. Oh, je ne vous la montrerai pas. Hop. Instant pub. Donc, attends, je me rapproche. Donc, je vous montre celle de ma copine juste après. Regardez-moi si c'est pas magnifique. Voilà, un petit bout avec des petites fleurs séchées, j'adore trop. Elle a personnalisé elle-même l'étiquette, enfin, elle a fait elle-même la bougie, elle a parfumé, elle a fait la petite forme de hibou. L'odeur, elle est géniale. J'ai tellement peur de l'utiliser, en fait. Ça me fait tellement peur. Tellement elle est belle. Et en même temps, elle m'a dit, tu sais que si tu l'utilises, tu récupères le pot et je t'en refais. C'est mon cadeau d'anniversaire. Donc voilà, elle m'a fait, je crois qu'elle m'a fait l'odeur fleurs de cerisier et bergamote. C'est une tuerie tellement ça sent bon. Donc elle m'a fait ça. Voilà. Elle en a fait aussi pour ma maman. Je lui ai commandé une pour ma maman et une pour mon papa. Et ma mère, il en a commandé aussi pour ses amis, pour les événements possibles. Elle fait aussi, alors ça sent rien qu'à ouvrir le paquet. Elle fait aussi des petits sambons comme ça, des petits sambons à mettre dans les infuseurs. C'est une tuerie tellement ça sent bon. C'est son élixir d'été, bergamote et mojito. Alors tout ce que j'aime. Voilà. Donc son site c'est by l'essentiel L-Vibe. Je vous remettrai de toute façon les références de sa page Insta et tout. Voilà, élixir d'été. Ça sent extrêmement bon. Et pour avoir testé ces fondants déjà avec ma mère, la version fleur de cerisier et bergamote, c'est une tuerie tellement ça sent bon. Elle n'a pas encore de site officiel, elle fait pour l'instant des ventes plutôt par communication, on va dire, par ses connaissances. Mais je vous invite à poser la question, on ne sait jamais que vous ayez envie de tester ces sambons, hein, ces bougies, ces petits fondants à mettre dans les petits diffuseurs.
En tout cas, moi, ça me ferait plaisir que ma copine ait un peu de succès, parce que pour l'instant, elle débute à peine vraiment son activité, et je trouve que, voilà, ne fût-ce que le design, la mise en page du truc, tout l'effort qu'elle fait pour faire la décoration, le fait qu'elle peut le personnaliser aussi en fonction de la demande, de la couleur, de l'odeur, voilà, de sa commande. Elle peut proposer plein de choses. Elle en a fait des très jolis avec des petits cactus. Elle en a fait des super mignons pour la maîtresse de cette fille, avec des fleurs. Je mettrai des photos. Je vais retrouver des photos, je vais insérer des photos parce que ce qu'elle fait est vraiment trop joli. Et je trouve en plus elle est adorable parce qu'à mon anniversaire elle en a aussi offert à ma copine Jess, elle en a offert à ma mère, enfin elle en a offert à tout le monde autour de nous. Ici, ça sent aussi très très bon. J'ai une copine qui me connaît bien. Jess, ma meilleure amie, hein, enfin deuxième meilleure amie avec Charlotte, qui me connaît bien, qui m'a offert Douceur de laine. Alors là, ça c'était pas picobello niveau choix. Donc c'est une bougie de Woodwick, Crackers as it burns. Donc ça craquelle quand ça fond. On a vu ça fait un petit bruit de crépitement comme des feux de bois, vous voyez. Voilà, c'est de la marque ici. Ça sent vraiment très très bon. Et en fait, il y a un petit croisillon au milieu. À mon avis, c'est ça qui fait que ça fait un petit peu de crépitement. Je n'avais pas vu qu'il y avait. Je lis en même temps. Hein. Donc il faut faire brûler 3-4 heures la bougie par usage. De cette façon, le truc se creuse proprement. En fait, elle fond sur toute l'ampleur. Et donc, tu n'avez pas un tunnel qui creuse uniquement au milieu. Et donc, vous utilisez votre bougie plus longtemps. Voilà. Donc ça sent extrêmement bon aussi. C'est plus une odeur commerciale évidemment puisque voilà, c'est quelque chose qui a été acheté en commerce. Mais je pense qu'une fois que le contenant sera vide, je le donnerai à ma copine Charlotte pour lui demander de me recouler une bougie personnalisée dedans. Alors l'avantage de ce genre de pot, c'est qu'ils sont très esthétiques et que donc on peut les mettre en hauteur, en visibilité, sans souci. Je remets ce fondant en hauteur également. Et vous voyez, j'ai vraiment du mal à l'idée de les fondre parce que je trouve qu'elles sont belles toutes les deux. Mais évidemment, le but c'est quand même de les fondre. Je me suis aussi offert en précommande sur Ulule un livre que je n'ai pas encore lu d'une jeune femme belge, une compatriote, qui a écrit en fait un livre fantasy. Voilà, les fragments de elle. Voilà, elle a fait, je crois, l'illustration elle-même. Alors, regarde-moi cette beauté. C'est vraiment, ce livre, il a été fait pour être beau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je l'ai acheté en précommande sur Ulule. J'ai participé à la campagne et j'ai reçu une petite pochette avec voilà, j'ai reçu une petite pochette avec une jolie illustration. J'ai reçu des petits marque-pages de ce genre-là, comme ça. Voilà. Je crois que j'ai vraiment participé au plus bas de ce que pouvait être donné, un petit stickers. Et je crois qu'elle a relancé sa campagne Ulule pour la deuxième fournée d'impression. Donc, je pense que si vous avez envie de la voir, vous pouvez aller sur son truc Ulule et vous pouvez également commander son... regardez comme c'est joli. Commander son livre en campagne Ulule. Elle a vraiment été dans le souci des détails. Tout le livre est vraiment superbement bien fait, je trouve. Que pour le prix, on a de nouveau un rappel, voilà, de la couverture à l'intérieur. Enfin, je vais le faire un peu mieux parce que j'ai peur d'abîmer. C'est un très beau livre. Voilà. C'est donc auto-édité par elle-même. Voilà. Donc elle s'appelle Nisrit
Aberchi, voilà, sous le nom de Necromancia comme auteur, voilà. Et comme je disais, il y a, oups, je vais remettre le truc là, il y a un rappel de sa couverture à l'intérieur du livre, voilà, la couverture est là, on a l'intérieur aussi qui est en rappel. Et alors, elle a vraiment été dans le soin, genre les prologues, etc. Tout ça a été vraiment designé en pensant au fait que la personne voudrait un bel objet. On a le retour des yeux. Et honnêtement, la couverture, elle est soyeuse. J'allais dire les dorures, mais là c'est plutôt les argentures. Les argentures sont vraiment brillantes. C'est très 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 beau comme livre. Je ne l'ai pas encore lu, pour être honnête, je suis toujours bloquée sur un autre livre qui me dure parce que je n'arrive pas à le finir, qui est long, qui me saoule. Le résumé me plaisait. Honnêtement, voilà, si je peux vous le lire, hein, ça ne coûte rien. Même si le podcast va durer 1 heure. Alors, à la croisée des chemins, dans les plus profondes ténèbres de l'univers, un curieux événement se produit à la naissance d'un être inattendu, ou plutôt une métamorphose. Déjà, t'es là, oh. Tu te dis, métamorphose, oh. Comme un galet au sein d'une eau tranquille, son apparition provoqua des ondes à la surface du temps, déclenchant ainsi des événements à la chaîne, pour la plupart destructeurs. On conta bien des choses à son sujet, lorsqu'on eut vent de son existence, et pourtant, aucun ne put se vanter de l'avoir aperçu un jour. Une légende naquit, liée à une prophétie primitive qui s'étendit jusqu'aux terres du Nord. D'oracle à légende, cela devient un mythe, qui, au fil du temps, fut oublié, jusqu'à aujourd'hui. Certains attendirent son arrivée tel un sauveur, d'autres craignèrent sa venue, car ils le nommaient dévoreur des mondes. Et s'il était les deux à la fois. Si ça ne met pas l'eau à la bouche en tant que lecteur de fantaisie, moi j'ai lu le résumé, j'ai fait bon, je commande ou pas? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente le coup? C'est une compatriote belge, why not? Pourquoi ne pas soutenir? Enfin, je veux dire, je pense qu'elle est marocaine en partie, mais je me dis, c'est une compatriote, c'est une jeune femme qui a écrit et auto-édité son propre livre grâce à Ulule. C'est quand même, c'est spectaculaire. Moi, je suis admirative. Et en fait, moi, j'ai reçu genre plein de goodies avec ce livre. Je m'y attendais pas. Je pensais que j'allais juste recevoir le livre. Donc, il est là dans les précieux de la bibliothèque. Mais genre, j'ai reçu un collier. Il y avait d'autres choses. J'ai reçu un pins géant, parce que je ne sais pas si vous imaginez, mais ça a la taille presque de mon sein. Là. J'ai reçu un collier. J'ai reçu un porte-clés. T'as tout marqué ce qui est écrit. Les fragments d'ailes, dans le mauvais sens, ça va pas aller. Les fragments d'ailes, voilà. J'ai reçu vraiment la panoplie du fan en avance. Je les garde ici parce que je me dis que potentiellement, tôt ou tard, je vais en avoir. Je me dis que tôt ou tard, je vais peut-être avoir envie de les implorer. On ne sait jamais si la série me plaît. Donc, je vous mettrai peut-être le lien de sa campagne numéro 2 Ulule. Mais voilà, de nouveau, c'est un univers qui me parle. Le côté, est-ce que tu es plutôt en réalité la destructrice des mondes ou est-ce que tu es plutôt la sauveuse du monde? Cet équilibre, cette espèce de peut-être bien cuit, peut-être bien non, c'est très belge. Mais c'est surtout ce côté, voilà, c'est une jeune femme qui a lancé sa campagne Ulule, qui a fait tout ce travail, parce qu'il y a un travail énorme quand même quand vous voyez la couverture, vous voyez les goodies, que vous voyez la façon dont elle écrit. Voilà, je trouve que ça mérite une participation. À l'époque, j'avais les sous, donc je l'ai fait. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis curieuse. Je suis curieuse de le lire. J'attends vraiment de finir ce livre qui me bloque pour l'instant. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer. Je reviens.
ce livre-là, j'ai vraiment du mal. Autant il est bien écrit, je trouve que le contenu est intéressant. Hein, ça raconte l'histoire d'une sorcière qui se cache, entre guillemets, enfin qui se retrouve à se cacher parmi ses persécuteurs pour échapper en fait à un sort bien plus funeste. Elle était destinée au sacrifice par sa mère, qui est la reine des sorcières. Et elle a passé toute son existence à fuir sa mère qui l'a sacrifiée sur l'autel du sacrifice, mais n'a pas réussi à la tuer. Je ne sais pas encore pourquoi, là je suis à ça du livre et je ne sais pas encore pourquoi sa mère a essayé de... Enfin, comment elle a survécu, pourquoi sa mère a voulu la zigouiller, à part le fait qu'il y a soi-disant une prophétie qui dit qu'elle doit mourir pour sauvegarder l'existence des sorcières, que sinon toutes les sorcières vont être détruites. Qu'elle se retrouve mariée, spoiler, qu'elle se retrouve mariée de force à un chasseur de sorcières. Que du coup, entre guillemets, elle est dans la gueule du loup, elle est dans elle est dans la tanière du loup, parce qu'elle est mariée à ce chasseur, elle est dans la base des chasseurs, et en plus, elle est, entre guillemets, sorcière. Et les chasseurs savent détecter les sorcières à leur odeur, à l'odeur que la magie produit. Donc, elle ne peut pas servir de ses pouvoirs. Le fait de se servir de ses pouvoirs lui fait mal parce que utiliser cette magie, lui, entre guillemets, lui, par exemple, détruit les doigts. Donc, elle se retrouve avec les doigts tordus, ce genre de choses. Et elle a visiblement plusieurs types de sorcières. On a plusieurs types de sorcières. Il y a les sorcières de sang. Elle, je ne sais pas trop ce qu'elle est comme sorcière. Enfin, ce livre est bien écrit. Honnêtement, bien écrit, le fond est intéressant, mais ça tire en longueur, elle est capricieuse, elle pète des câbles, elle n'arrête pas de reprendre son mari. Elle lutte elle-même contre son envie d'être avec son mari, d'être réconfortée par son mari, qui est en fait son pire ennemi, qui lui dit clairement bah, si tu étais une sorcière, je te tuerais. Il y a un côté je t'aime moi non plus, et en même temps il y a un côté je sais plus, casse-toi reviens, ça me laisse un petit peu sur ma faim. On aimerait plus de scènes. Vraiment, il parle de sorcellerie que de scènes où en fait elle s'échappe. Enfin, où elle s'enfuit. On aimerait plus de scènes où je sais pas, où elle comprend le point de vue du chasseur. Par exemple, lui, je crois qu'il est orphelin. De mon souvenir, il est orphelin et donc en fait il a perdu ses parents et sa famille à cause des sorcières, et c'est pour ça qu'il est devenu chasseur de sorcières, c'est pour ça qu'il a autant la haine sur les sorcières, etc. Et c'est vrai que les sorcières, dans le livre, les sorcières, elles torturent quand même des gens, les gens deviennent fous au contact de la magie, donc il y a tout un laboratoire dans la tour des chasseurs, dans lequel ils font des expériences, mais on se rend compte que les deux côtés en fait sont mauvais, dans le sens où les humains font des expériences sur les êtres humains qui ont été atteints de magie, et d'un autre côté, les sorcières, qui se battent pour survivre et pour échapper aux chasseurs, et aussi pour retrouver la fille. D'un autre côté, eux aussi font des dégâts, eux aussi font du mal autour d'eux, particulièrement aux non-humains, mais ça va aussi au point où certaines sorcières veulent la buter, parce que c'est la volonté de la reine des sorcières, de la mère des sorcières. Et tout le côté rituel, tout le côté un peu symbolique, tout le côté un peu, je sais pas, proche de la nature, tout ce qui fait un peu ce que j'aime les sorcières, c'est un peu à la trappe. Et surtout, ça tire en longueur. Honnêtement, ça n'arrête pas de faire oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, t'es bien, oui, non, ah, non, finalement, échappe-toi, non, finalement, reviens, ah, et hop. Il y a un moment donné où tu es arrivé à la moitié du bouquin, tu estimes que il faudrait peut-être passer un peu aux choses sérieuses, il faudrait peut-être qu'elle tombe réellement amoureuse de son mec, il faudrait peut-être qu'elle commence à vraiment avoir un attachement à ce mec. Sinon, c'est son mari pourquoi dans l'histoire? Juste pour la protéger? C'est mon avis perso. Vous avez le droit d'aimer ce livre, vous avez le droit de l'apprécier, de le lire et de le trouver très bien, de le lire même en une nuit si vous voulez. Personnellement, j'achèterai pas le tome 2. Voilà. Il m'a accompagnée en vacances, honnêtement. Pendant les vacances, je crois que j'ai lu ça sur la semaine.
Ça, je l'ai lu dans le tram. Et voilà, il me reste pas grand-chose, hein, mais j'arrive pas à le finir. Et je veux pas non plus abandonner en disant bah non, ça me fait chier, ça me saoule, c'est trop long. Non, je veux le terminer pour me faire un vrai avis sur le livre fini en me disant ça n'est pas mon truc, c'est trop long pour moi, je ne le recommanderais pas, voilà, mais je veux pas non plus émettre un jugement pour émettre un jugement. Je veux dire, le livre en soi, il n'est pas mal écrit, il n'est pas mal pagoté, dans le sens où on y trouve quand même du contenu sorcellerie et dualité, amour et conflit, guerre. On y trouve quand même des réflexions sur l'être humain qui sont intéressantes, dans le sens où on se rend compte que chaque être humain a une dualité, on se rend compte qu'elle aussi, même en tant que victime de sa mère qui veut la zigouiller, machin, est victime quelque part des sorcières, mais qu'elle continue à défendre sa famille, fratrie, enfin je sais pas comment expliquer, sa sororité. Elle continue à les défendre, elle continue à ne pas vouloir leur faire du mal, elle en souffre même quand elle arrive à en faire du mal à une sorcière qui veut la zigouiller et qu'elle finit par la tuer, mais pas elle-même, mais voilà, qu'elle finit par tuer cette sorcière alors qu'elle essaye de lui faire du mal, elle en souffre, elle s'en rend malade. En soi, le contenu intéressant, un peu long, un peu tiré en longueur, un peu trop yo-yo, un peu trop partant dans tous les sens aussi, dans le sens où on se retrouve finalement à la 3/4 du livre sont consacrés à quoi? Sont consacrés à sa relation avec le chasseur. C'est peut-être parce que je suis plus âgée, ça m'aurait bien plu à un autre âge, mais autant les répliques sanglantes entre elle et le chasseur, autant le jeu chat-souris très marrant, autant les descriptions allongées de oh, je la désire mais je ne peux pas parce qu'elle ne veut pas que je la touche, et elle de son côté je me sens si bien dans ses bras mais je ne veux pas qu'il me touche parce que c'est un chasseur, sachant que lui il n'est pas au courant qu'elle est une sorcière, qu'elle lui a fait plusieurs allusions que le mec a toujours pas pigé, qu'elle elle est quand même protégée parce qu'elle n'est pas vraiment... Oui, elle est bloquée dans ce truc parce qu'elle est mariée, parce que c'est un machin, mais d'un autre côté, elle se comporte comme si c'était une petite fille capricieuse qui est en internat, quoi. Et elle a une copine sorcière qui s'est infiltrée dans l'infirmerie, en plus. Il n'y a pas vraiment pour moi cette prise de conscience de putain, en fait, les sorcières font beaucoup de mal. Beaucoup de mal, la magie fait beaucoup de mal. Et il n'y a pas assez de prise de conscience en fait, moi, je dois sauver ma peau. Ok, la sororité, ok... oui, ok, protéger, mais protéger pas les sorcières, protéger l'être humain, protéger les êtres vivants. Ça, le chasseur, lui, il l'interprète très bien. Pour lui, c'est protéger les êtres vivants. Il considère la sorcière comme la source du mal parce qu'il s'est fait laver le cerveau par l'espèce d'archevêque qui dirige cette chasse aux sorcières. Mais en même temps, il a lui-même un traumatisme qui expliquerait pourquoi il se retrouve dans cette situation de haine, cette situation de rejet, de cette peur qu'il a, quelque part, de ces créatures qu'il ne contrôle pas, parce qu'elles sont magiques. Et elle est juste en mode « il va me zigouiller si c'est la vérité ». Non, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que juste il m'attire, je l'attire, mais en même temps je peux pas parce que c'est un chasseur, je suis une sorcière. Voilà. Ça manque un peu de fond. Honnêtement. Mais c'est peut-être juste moi qui n'apprécie pas le type d'écriture, c'est peut-être juste moi qui le trouve un peu alambiqué. Faites-vous votre propre avis, parce que ça reste un livre qui a du mérite. Il faut quand même arriver à écrire un livre pareil, avec autant de rebondissements, autant de faits, d'histoires, nanana. C'est pas évident d'écrire déjà, hein, mais voilà, je trouve pas que ce soit un must-have, quoi. C'est pas un must-have. Je pense pas que c'est le meilleur livre sur les sorcières ou sur les chasseurs de sorcières ou sur cet univers en général que j'ai lu. Et je parle pas seulement de Harry Potter, je veux dire, c'est pas le meilleur que j'ai lu.
c'est pas celui qui m'a le plus fait waouh. Je veux dire, j'étais plus en phase avec des livres moins hauts de voltige. On va dire, c'est plus des livres un peu de cul, voilà, pour être sincère. J'étais plus à l'aise avec des enquêtes policières, par exemple, qui se passent dans un monde de sorcellerie, avec une sœur métamorphe, une sœur sorcière et une sœur vampire, je crois. Je sais plus le nom. Très bonne série. Si je la retrouve, je vous le dirai. C'était les sœurs quelque chose. Après, vous allez me dire, oui, mais les trois sœurs, c'est un classique. Oui, ok, mais bon, là aussi, c'était plus des enquêtes policières, c'était plus avec différents mondes qui s'affrontent, c'était plus avec de la sexualité, c'était plus chaud, c'était plus intense, il y avait plus d'attraction, voilà, j'avais plus de plaisir à lire, je précise. Voilà. Ouais, c'était pas prévu de vous faire une session livre, mais voilà. Donc voilà, ça fait 1h11 que je tourne. Vous aurez certainement un petit peu moins, le temps que je coupe les scènes à couper, que j'enlève si je me penche trop, ce genre de choses. Voilà. J'ai appris, à ma grande tristesse, que les minima qui sont là n'ont pas été reconduits pour la suite de la publication des livres Harry Potter en illustré. Voilà, donc on n'aura que le 1, 2, 3. Enfin, moi en tout cas je serais contente d'avoir acheté le 1, 2, 3. Maintenant c'était des livres quand même qui coûtaient vachement cher. C'est un peu triste. C'est un peu triste qu'ils interrompent comme ça en plein milieu, sachant que les fans parfois ils sont vraiment très... allez, ils aiment bien avoir tout similaire. Là ça va être de nouveau un truc qui va être entrecoupé. On n'aura probablement pas la même édition, on n'aura certainement pas la même mise en page, etc. C'est un peu triste. Voilà. Bon, après ça n'empêche pas que c'est des très beaux livres. Pour l'instant, je suis toujours aussi... en même temps que je lis le livre que j'ai montré maintenant, je lis le tome... Oui, c'est le 2. Je vérifie. Je lisais le tome 2 de Alix, qui a refait... C'est ça, Alix, je crois. Ouais. Bon. Une personne qui a écrit en fait une fanfiction, mais qui se passe entre le laps de temps où Harry retourne à l'école pour finir ses années d'études, et le moment où il devient Aurore aguerri avec des enfants. Donc c'est cette période qu'elle retrace, période que J.K. Rowling a laissée en flou, et les films aussi d'ailleurs, et c'est très intéressant parce qu'elle comble les vides, elle va chercher, avec la collaboration d'autres personnes qui ont fait des fanfictions, elle va rechercher des nouvelles, etc., avec leur collaboration, pour recréer une histoire qui explique comment Harry en est devenu à être un Aurore, comment Harry en est venu à devenir papa, comment Harry et Ginny ont vécu leur après Poudlard, après la guerre, après Voldemort. Il y a des enquêtes policières, j'adore. Il y a des moments plus intimes, voilà, où on suit quand même Harry, la famille Weasley, on suit le couple Harry-Ginny, on suit le couple Ron et Hermione, on suit l'évolution d'Hermione aussi, on suit l'évolution de Ron qui reprend la boutique des sorciers facétieux avec son frère qui reste. Voilà, le jumeau qui reste. On a quand même tout cet univers qui est préservé, c'est-à-dire que la personne est quand même fan d'Harry Potter, donc elle a quand même cette connaissance de l'univers, cette sensibilité aussi, elle a su un petit peu recréer les mentalités des personnages, les réponses qui pourraient sortir, etc. On a quand même un jumeau qui est encore là, mais qui son frère est mort. C'est très difficile pour ce personnage. C'est une partie de sa vie qui est partie en fumée, quoi. Son jumeau est mort. C'est horrible. Et elle arrive avec sensibilité à le mettre en scène, à le faire se marier, entre guillemets, avec l'ex de son frère, par dépit, mais aussi parce qu'ils se confortent dans le souvenir de leur frère et petit ami disparu. C'est bien tourné jusqu'ici, je suis assez émue de lire ces livres, et donc
je ne les lis pas en un coup parce que c'est tellement délicieux. Je sais qu'après, il n'y a plus. Après, il n'y a plus, c'est fini. Donc je me les déguste, je me les lis chapitre, par période. Quand je vais vraiment pas bien, je me retourne dans ce livre et j'absorbe la suite, quelque part, de Harry Potter qui a été écrite par quelqu'un d'autre que J.K. Rowling. Mais c'est très bien fait. Vraiment, si vous avez l'occasion, elle ne touche pas de droit d'auteur, elle fait juste le prix de la publication. Je crois que j'ai payé 30 € pour les 4 livres, livrés par la poste. Voilà, c'est très bien écrit. C'est en plus, je trouve, ce qui est sympa, c'est qu'on retrouve tous les personnages. On retrouve un petit peu aussi une vie qui n'est pas l'école, une vie qui est en fait oui, la vie du travail, la vie de tous les jours. Je ne sais pas si elle va faire un truc où on suit par exemple Ron ou Hermione indépendamment de Harry. Pour l'instant, on est vraiment focus sur Harry. Mais je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Jusqu'ici, je ne suis pas déçue. Il n'y a pas des incohérences comme il y a eu dans la pièce de théâtre où d'un coup on a je ne sais pas si vous l'avez lu, mais spoiler, désolé, où on a la dame du train, la petite vendeuse de friandises qui commence à avoir des trucs bizarres, genre des mains coupantes en mode Tim Burton, tu vois, qui pourchasse les enfants qui essaient de s'échapper du train, c'est quand même flippant. Bon, voilà, ça m'a fait rire cette séance dans le train. J'étais là occupée à lire le livre parce que j'ai pas encore vu la pièce, un jour peut-être. J'étais occupée à lire le livre donc, qui a été écrit pour la pièce de théâtre qui est juste à côté ici, L'Enfant Maudit, et j'étais là, what quoi à plusieurs reprises, comme l'histoire avec le retourneur de temps, avec Rogue qui d'un coup devient sympa. What voilà. Donc je trouve que c'est une bonne... allez, si tu lis les Harry Potter, puis que tu lis les livres de Alix, puis que tu lis la pièce de théâtre, c'est sympa. Tu peux même ajouter à l'avance les Animaux Fantastiques. Voilà. Et alors, tu peux même rajouter les livres de Biddle le Bard, là, qui ont été publiés aussi, qui sont très sympas. Moi, j'ai beaucoup aimé le Quidditch à travers les âges et les Animaux Fantastiques de Norbert Dragono, évidemment, se disant. Voilà, je trouve qu'ils ont été très loin dans les recherches, dans les explications, le fait que le vif d'or de base c'est un petit oiseau qui s'appelle le vivet doré. Tout ce genre de choses, je trouve que c'est super bien tourné. Je trouve que voilà, moi je suis une fan depuis que j'ai 11 ans, quoi. Et encore, imaginez, moi en 2000, j'ai regardé. En 2001, pardon, je crois que le premier Harry Potter film est sorti. Les livres étaient déjà sortis depuis un moment, je crois. J'ai vu le film, j'ai été chercher les livres. J'avais 11 ans, même pas. Mes parents étaient en plein divorce, donc ça a été un petit peu mon échappatoire. Et j'ai pas lâché les livres avant d'avoir fini le tome 7. Et je devais avoir 18 ans, un truc comme ça. Même pas. Je sais plus. En tout cas, je sais qu'à partir du tome 4 qu'on avait déjà à la maison, on avait déjà 1, 2, 3, 4, je les ai lus sur un an. Je sais pas si vous imaginez. Et puis ensuite, moi j'ai enchaîné quand le 5 est sorti, je l'ai acheté. Quand le 6 est sorti, je l'ai acheté. Et à chaque fois que je finissais un livre, t'avais mon père et ma mère qui étaient derrière en mode t'as fini, on peut le lire, Puis ça a été le tour de mon frère qui a voulu lire le 1, 2, 3. Et il a commencé le 4, mais il n'a pas terminé. Là, il a bloqué. C'était trop gros, c'était le maxi volume, c'était trop pour lui. Moi j'ai continué jusqu'au 7. Et quand j'ai lu le 7 et que j'ai su que c'était le dernier, j'étais triste. Je me dis, mais c'est pas grave, ils vont faire les films aussi. Et puis le film 7 en 2 parties, je suis pas grave, oui, film, on s'en fout. Ça fait partie de l'univers d'Harry Potter, les Animaux Fantastiques. Moi, j'étais en mode, ouais, c'est encore de la suite d'Harry Potter. Ah non, c'est pas la suite, c'est pas grave, c'est le préquel, c'est pas grave, on s'en fout, c'est trop bien. Donc, moi, cet univers, oui, il y a des incohérences, effectivement, oui, c'est pas toujours la même chose. Effectivement, Dumbledore, on se demande un petit peu d'où il sort. Dans les Animaux Fantastiques, tu te dis what, mais c'est pas du tout le personnage qu'on nous a décrit dans le livre où il était en costume violet avec déjà les cheveux longs et roux. Pas grave, c'est pas grave. Ce sont des libertés d'expression propres à chaque réalisateur et je crois pas que le Dumbledore que nous on a lu dans les livres soit le même que celui des films. Je pense qu'ils sont distincts et ils ont fait un Dumbledore très classe. Voilà.
Et comme ce monsieur est sans doute immortel quelque part jusqu'à ce qu'on le tue, hein. Je sais pas combien d'années, entre guillemets, il aurait vécu encore le Dumbledore, quoi. Donc, c'est fort possible qu'il ait eu sa période où il s'est mis avec les cheveux longs, roux, avec voilà, son costume mauve. Encore que dans les films, tu vois, quand il va voir le jeune Voldemort, ben, ils ont choisi que l'acteur avait les cheveux blancs mais courts et le costume. C'est pas incohérent au niveau des films, je trouve, au niveau de la progression. Après, comme pour tout, je suis extrêmement tolérante. Vraiment, je me dis, c'est pas grave. Il y a des incohérences, c'est pas grave, je suis pas une puriste, je vais pas aller chipoter parce que le Ron a un grade en dessous au niveau coloration des cheveux. Enfin, moi, ce qui m'importe, c'est que cet univers, il continue à vivre, il continue à me faire rêver, il continue à faire rêver des millions de gens, il continue à aider des enfants à évoluer, à apprendre une morale, à apprendre une mentalité, il continue à passionner des centaines de gens, continue à faire vivre, par exemple, à travers même le tricot, des choses par le Kinnitich, par exemple, auquel je vais participer d'ailleurs. Je crois que la prochaine session commence en septembre. Voilà, ça continue à alimenter la passion, ça continue à alimenter l'imaginaire, ça continue à alimenter l'envie des gens de lire, de créer, de se passionner pour cet univers qui est tellement vaste. C'est un peu comme les Seigneurs des Anneaux, je veux dire, c'est tellement vaste aussi, ça continue à s'alimenter, on continue à voir sortir des livres avec des illustrations, on continue à avoir du packaging, du merchandising, des produits, on continue à avoir des gens de jeunes générations, qui sont entre guillemets actuellement des générations qui sont, on va dire, hors cadre de tout ça. Ils n'ont pas connu le début d'Harry Potter. Pour eux, Harry Potter, la plupart du temps, c'est pour les vieux, quoi. Et pourtant, quand ils se rendent compte voilà, de tout ce qu'il y a derrière, de tout l'univers qui est déjà présent, mes deux petites filles, je crois qu'elles sont passionnées de Harry Potter. Enfin, je veux dire, les filles de ma meilleure amie, je crois que les deux sont passionnées aussi, elles adorent les films, voilà. Moi, personnellement, en plus, voilà, ça me fait quand même quelque chose qui me fait du bien, voilà. Je ne vais pas te dire autrement, ça me rappelle, ça me donne de la nostalgie, c'est comme Monsieur Jack. Ça me donne aussi de la nostalgie de mon enfance. Moi, je regardais les Tim Burton en boucle parce qu'on n'avait pas les DVD encore à l'époque. On avait que les cassettes vidéo. Il fallait rembobiner ces foutues cassettes vidéo. Je me souviens encore du temps de rembobinage où tu avais des crampes aux doigts. Je ne sais pas si vous imaginez. Maintenant, on allume la TV, on a directement Netflix, on a Disney Channel, on a Disney Plus, pardon. On a Amazon Prime qui nous permet d'avoir tous les trucs possibles et imaginables. On peut louer en ligne. Je me souviens encore de quand on allait au vidéoclub pour louer un DVD pour la soirée et qu'on devait payer 3 € minimum. Et que quand on revenait le lendemain avec le DVD, on n'avait pas le droit de le regarder plus d'une fois, entre guillemets, sur la soirée, parce qu'on était ado ou jeune adulte, etc. Et en fait, on n'avait pas le temps de le regarder plus d'une fois. Ou alors, il fallait louer le matin à l'ouverture du club. Je pense qu'il n'ouvrait pas avant 9-10 heures pour pouvoir en profiter, ou le louer un vendredi pour pouvoir avoir le lot week-end. Tu avais alors à ce moment-là, je crois, une promo où tu en avais 3 pour le prix de 2, enfin un truc comme ça. Tu te louais 3 films, tu te faisais le week-end avec 3 films. Je ne sais pas combien de films moi je peux me regarder, ou de séries je peux me regarder maintenant sur une belle soirée. Mais on est loin du compte, on est loin de la panoplie de choses qu'on a à notre disponibilité actuellement. On ne profite plus assez, je trouve, des films, on ne profite plus assez de ce qui nous est offert. Je veux dire, on profite le temps d'un instant, puis on se lasse, on fait autre chose, on passe tout le temps à l'un à l'autre, on ne prend pas le temps de profiter, on ne prend pas le temps d'apprécier. Je ne sais pas combien de fois j'ai regardé des films, mais je les ai regardés au moins une centaine de fois. Quand j'entends oui, j'ai regardé Harry Potter une fois, ça m'a fait chier, je vais pas regarder plus. Ok, c'est ton droit, mais est-ce que tu l'as re-regardé plus tard? Est-ce que tu as essayé de comprendre pourquoi? Peut-être que c'est un film pour enfants, que toi tu es un adulte, que ça ne te parle pas du coup. Est-ce que tu as essayé de regarder les plus récents, qui sont entre guillemets des films de Harry plus âgés, qui sont plus sombres? Oui, mais si tu connais pas la saga, alors ça n'a aucun sens. Oui, je suis d'accord. Si tu prends le 7 sans avoir vu les anciens, tu tombes un peu à plat, tu te dis mais pourquoi?
Si tu n'es pas Potterhead, tu ne vas pas trouver toutes les petites subtilités qui ne sont pas dans les films, tu vas peut-être pas comprendre. Alors, je peux comprendre qu'on n'aime pas, ça je dis. Je peux comprendre. Je respecte profondément qu'on n'aime pas ou qu'on n'apprécie pas, qu'on ne trouve pas l'intérêt de quelque chose. Mais c'est pas pour autant que tu dois dénigrer ce que les autres aiment. Je veux dire, à ce moment-là, moi je peux dire, j'aime pas Minecraft, j'aime pas les jeux d'horreur, j'aime pas les films d'horreur, j'aime pas... Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, j'aime pas avoir peur, en fait, j'aime pas avoir peur, j'aime pas avoir les jetons, j'aime pas avoir des trucs qui me gueulent ou qui me sautent à la figure. Je suis angoissée, même avec I Am a Legend, avec Will Smith. Donc c'est pour vous dire, le level, moi je n'aime pas avoir peur, mais je peux avoir des bons films qui font, entre guillemets, peur, dans lequel je vais être bien parce qu'il n'y a pas ce côté angoissant. C'est stressant parce que tu te dis « Oh mon Dieu, le pauvre, oh là là, mais qu'est-ce qui va lui arriver ?» Mais tu te dis pas « Oh my god, je vais crever là maintenant sur ma chaise, il va sortir de l'écran, il va me bouffer. » quoi. Ça, c'est pas pour moi. Ça, tu m'oublies. Voilà, je pense qu'il y a les centres d'intérêt qui jouent, il y a le level aussi de connaissance de l'univers, il y a aussi la profondeur de la morale qui est derrière. Je veux dire, moi maintenant, quand je re-regarde des vieux films, comme par exemple Big Fish de Tim Burton, où tu suis quelqu'un quelque part, tu te dis wow, dans quel délire psychologique il est là. Et puis que tu vois qu'en fait ce gars, il a certainement inventé une histoire pour échapper au fait que son papa meurt en fait. Son papa est en fin de vie et qu'il n'a pas eu son père près de lui, et donc il s'est inventé, enfant avec l'aide de sa mère, il s'est inventé tout un univers magique pour combler les vides en fait, pour combler l'absence de son père. Très bon film d'ailleurs si jamais vous ne le connaissez pas, Big Fish. Il a comblé avec l'imaginaire l'absence d'un père qui lui manquait, qu'il n'a jamais pardonné de ne pas avoir été là, et adulte, il fait le deuil de son père à travers le parcours, l'histoire que son père lui raconte, l'histoire fantastique que son père lui raconte, parce qu'en fait le père il a vécu la guerre en fait. Il a vécu la guerre et donc il l'a raconté de façon romancée à son fils pour que son fils puisse passer au-dessus. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme La Vita è Bella, enfin, c'est aussi un film de guerre où le père va dire à son fils, on va faire un jeu, tu vas te cacher. Voilà, et quand il sort avec sa mère, mais tu te rends compte en fait le père il est mort, il s'est fait fusiller quoi. C'est un film sur ça. C'est comme le labyrinthe de Pan. L'imaginaire de la petite fille lui permet de s'échapper de ce beau-père qui la bat, qui en est au point presque de la tuer, de sa mère qui est malade. Ça lui permet de surmonter cette épreuve. Et bien pour moi, Harry Potter, c'est ça. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère aussi que je ne vous ai pas trop ennuyé et que voilà, vous n'attendiez pas une avalanche de projets. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de revenir vers vous. J'espère que mon enregistrement s'est bien enregistré, que vous m'entendez bien. On verra au montage. En tout cas, je vous suis ravie d'avoir été avec vous. J'ai hâte de revenir pour vous montrer l'avancée de mon pull Michel. De vous montrer peut-être potentiellement les projets que j'aurai réalisés avec ceci, l'avancée sur ma couverture, mes chaussettes, mes potentielles découvertes de laine futures. Je vous parlerai une prochaine fois de mon énorme colis de chaussettes qui dort là sous la table, parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de vous en parler du coup. Je pense que ce sera pour une deuxième partie de vidéo. Mais en tout cas, oui, je suis ravie d'avoir été avec vous. J'espère que vous êtes bien plu aussi. Je vous fais d'énormes gros bisous. À bientôt.